Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, émission exceptionnelle sur le thème de la cuisine. On a François Savin qui est chef à domicile. Il a bossé parfois chez des milliardaires. Ça ressemble à quoi? Un repas de milliardaire? Tout le temps, dans les limites. On m'a jamais donné de budget. Incroyable. Je dis, j'ai des gens qui vont déjeuner à Courchevel, dîner à Saint-Tropez. Avec un outil extraordinaire qui s'appelle l'hélicoptère. Et nous, on a une voiture qui consomme 0,1 litre en moins parce qu'il faut pas trop polluer. On t'a déjà fait des beaux cadeaux après un dîner? Des beaux pourboires, oui. Une fois, il y a une cliente qui m'a offert un torchon Hermès. Je l'ai mis avec mes torchons à 10 centimes. Toi qui as vu des gens très très riches, Oui. est-ce qu'ils ont l'air plus heureux que les autres? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, émission exceptionnelle sur le thème de la cuisine. On a François Savin qui est chef à domicile. Il a 39 ans, il est chef de luxe à domicile. Il a appris la cuisine dans les restaurants 3 étoiles Michelin. Dans l'excellence, il va nous raconter comment il a appris le savoir-faire, mais il va surtout nous raconter les choses les plus incroyables qu'il a pu voir tout au long de sa carrière. Il a bossé parfois chez des milliardaires, donc il va nous raconter quand il a bossé pour des oligarques russes qu'il a pu voir de plus fou. Il va nous raconter les choses les plus incroyables qu'il a pu voir. Et avant de commencer l'émission, je voulais remercier nos partenaires. C'est Plod IA. Ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle le Plod Note Pro. C'est un assistant de prise de notes avec l'intelligence artificielle. C'est exceptionnel. C'est le plus avancé au monde. Il est très fin. Ça peut se mettre directement derrière un téléphone ou dans un portefeuille. Vous allez pouvoir le mettre. Il y a jusqu'à 50 heures d'autonomie. Vous allez appuyer dessus. Ça va commencer à enregistrer ce qu'il y a aux alentours, à 5 mètres autour, sans bruit de fond. Et ça va permettre de retranscrire ça aussi par écrit. Et vous avez un bouton avec un tout petit écran ici. Voilà, ça vous permet de savoir le niveau de batterie. Et quand vous rappuyez dessus, ça vous permet de noter quand il y a par exemple quelque chose d'important qui a été dit à l'instant. Ils ont une application qui s'appelle donc IA Ask Plod, ça veut dire en fait demander à l'intelligence artificielle de Plod. Vous allez demander après, tiens, on a parlé à un moment donné dans la réunion qui a duré 2 heures, on a parlé d'un sujet, est-ce que tu pourrais me retranscrire ce moment ou me le remettre? Vous pourrez directement comme ça avoir tout ça. Et avant de commencer, un chiffre quand même exceptionnel, un être humain oublie entre 70 à 90% de ce qu'il va pouvoir entendre dans la journée. Et donc ça va vous éviter, cet assistant de notes avec l'intelligence artificielle, le Plod Note Pro va vous éviter de sortir votre téléphone à chaque fois pour enregistrer quand vous voulez écouter une conférence ou autre. En tout cas, le Plod Note Pro est actuellement en période de pré-vente, donc si vous voulez être dans les premiers à le recevoir chez vous, vous pouvez le commander directement. Et si vous êtes intéressé par les autres produits de la gamme, vous aurez 20% d'induction à partir du 13 novembre prochain dans le lien dans la description. En tout cas, maintenant, on y va. Avant juste de commencer l'émission, vous pouvez vous abonner en 2 secondes si vous voulez bien à notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à commenter aussi l'émission. Et c'est parti avec François Savin qui est chef de luxe à domicile sur Légende. Salut, je m'appelle François. Je suis chef privé à domicile. Je suis là pour vous raconter mes anecdotes sur Légende. Et ben voilà, bienvenue François. Merci. Tu reprends le clap, c'est plaisir. Tu as fait l'aller-retour, en fait tu habites à Dubaï maintenant. Oui. Depuis peu d'ailleurs. Je viens de m'installer, ouais. Tu viens de t'installer, tu es chef privé de luxe, hein, on peut le dire, à domicile, tu es sur la Côte d'Azur, tu as travaillé des années, il a vu beaucoup de choses. François, il va nous raconter un peu son parcours, il t'est arrivé des trucs. Bon, t'as un client qui t'a ramené un thon de 50 kilos en hélicoptère, t'en as un autre qui voulait des lions à la soirée qui se promènent entre les invités. T'as vu un peu la démesure en termes de nourriture, mais aussi en termes de demande à côté, quoi. Oui. Tu t'appelles François Savin. C'est ton habit de travail, ça, ce que tu as aujourd'hui? Oui, c'est mon uniforme, c'est la tenue du cuisinier. Pour moi, c'est important de la porter. C'est un métier... Passion. C'est un métier passion. J'aime bien dire, comme Paul Bocuse, il dit la cuisine m'a tout apporté. Et pour moi, c'est pareil. J'ai toujours été cuisinier, j'ai toujours cuisiné, donc c'est important que je porte mon uniforme. Tu nous as envoyé un message il y a quelques temps par mail. Oui. On t'a rappelé directement, ça a mis combien de temps? C'est intéressant à comprendre. Si vous voulez un jour passer comme François, vous êtes tous les bienvenus. Il suffit juste d'envoyer un email sur contact@legendegroup.fr. Vous mettez votre métier en objet avec quelques anecdotes dans le mail, qu'on comprenne un peu de quoi on va parler. Puis vous m'envoyez ça avec votre numéro de téléphone, n'oubliez pas dans le mail. Et puis ça marche vraiment quand on ne se connaît pas. Hein. Ça marche vraiment, ouais. Ça a mis 15 jours, 3 semaines, je crois, à peu près. Peut-être un peu plus. Et moi, j'avais envoyé ça un peu comme une bouteille à la mer, quoi. Et quand vous m'avez contacté, au début, j'y croyais pas. Je croyais que c'était un scam. On m'a dit... Une arnaque. Une arnaque, ouais. Je dis non, désolé, je suis pas intéressé. Puis là, Chloé m'a dit... Elle s'appelle Chloé, notre programmatrice, il y en a une de deux. Ouais. m'a dit si, c'est vous qui nous avez contacté, Légende sur YouTube. J'ai fait ouais, extraordinaire, merci de me contacter. Et puis voilà, après de... Et puis finalement, ça marche vraiment. Ouais, voilà. Finalement, je suis là, ouais. Bon, écoute, c'est cool. Tu vas nous raconter un peu ce que tu as vécu de plus fou dans ton métier. Il y a tout le côté passion et tout le côté démesure aussi. Juste bien raconter une anecdote. On va reparler de ton parcours pour comprendre, c'est intéressant.
Donc, tu es chef privé à domicile, parfois, tu as des clients que tu connais pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu arrives chez eux, on est d'accord, c'est des nouveaux clients que tu rencontres au moment où tu viens travailler. Bien sûr. Ils me contactent par l'intermédiaire de mon site internet ou par des contacts ou des agences, des sociétés comme des les conciergeries, voilà, exactement. Et donc oui, souvent j'arrive chez eux, je les ai jamais vus. Même parfois ça arrive qu'ils soient pas là parce qu'ils sont partis à la plage, faire un tour en bateau. Donc ils me cachent les clés sous le paillasson, j'arrive, je cuisine chez eux. Puis ils arrivent plus tard. C'est incroyable. T'es chez eux, ils te connaissent pas. Non. Et on en parlera tout à l'heure aussi. Il a déjà cuisiné pour des gens qui, en fait, avaient prévu de pas manger chez eux, juste pour que dans leur agenda, des milliardaires de l'Est, là, on va pas citer de pays forcément, mais qui voulaient pas être localisés par mesure de sécurité. Du coup, ils prennent un chef à domicile, ils cuisinent, ils lui donnent un menu et ils se barrent avant de manger. Oui, alors c'est pas exactement ça. C'est en fait, j'étais chef à demeure, donc je m'occupais de tous les repas, donc petit déjeuner, dîner pour cette famille. Et en fait, par mesure de sécurité, effectivement, quand ils avaient prévu de manger à l'extérieur, ils ne me prévenaient pas. Parce que moins de personnes connaissent le moins de personnes qui connaissent, c'est le mieux. Ouais. Plus ils sont en sécurité. Donc ils me laissaient tout préparer, je cuisinais, et puis 10 minutes avant le repas, soit on me prévenait, ou le chauffeur m'envoyait un texto me disant on va au restaurant, et voilà, donc là avec le personnel, on se faisait le petit festin. Ah ouais, tu manges tout ce que tu as cuisiné? Oui, parce que tout ce que je pouvais garder, je le gardais, mais voilà, c'est des gens chez qui on ne compte pas non plus au niveau des repas, donc oui, on se faisait plaisir avec le personnel. Ouais. Un jour, tu as des traders qui travaillent à Monaco, monégasques, qui ont beaucoup d'argent, qui louent plusieurs villas, et tu te retrouves à faire une soirée un peu en mode loup de Wall Street. Oui, donc c'était des traders qui étaient venus pour faire le mariage d'un des amis, et donc ils avaient loué ces villas. Donc c'était 2 villas qui communiquaient, je pense 2 villas qui avaient été achetées par le même propriétaire, donc ils les louaient ensemble. Et donc c'était venu pour faire donc le mariage d'un ami, ouais. Et ils faisaient la fête tout le temps. C'était incroyable, champagne, Dom Pérignon, c'était n'importe quoi. Et un soir, ils partent... C'était vraiment comme dans le Loup de Wall Street, c'est-à-dire tu vois des trucs, c'est fou. Ouais, c'était assez fou. Cocaïne, champagne, vraiment n'importe quoi. Un peu triste, d'ailleurs. Un peu triste, oui, un peu triste. On va en parler après, ça. C'est un peu triste, mais en tout cas, tu vois de la vraie débauche, quoi. C'est ça. Et un soir, donc ils partent faire la fête. Et donc là, moi, je cuisinais pas. Et puis, je dormais à la villa. Moi, j'étais le seul membre du personnel qui dormait à la villa. Et il y en a un qui revient. Puis c'était le plus jeune. C'était un peu le souffre-douleur du groupe. Il était tout le temps en train de le charrier. Et là, il arrive. Déjà, il casse des pots de fleurs en rentrant avec la voiture. Et il me dit, où sont tes couteaux de cuisine? Ils veulent me tuer. Donne-moi tes couteaux. Alors déjà, j'ai dit, non, je ne te donnerai pas mes couteaux de cuisine. Et donc, il finit par chercher, je crois qu'il est allé dans la cheminée pour prendre un pic, pour se protéger, puis il va s'enfermer dans sa chambre. Une arme de chevalier, quoi. Ouais, voilà. Et donc, il s'enferme dans sa chambre, et effectivement, 10 minutes, un quart d'heure après, il y en a 2 autres qui arrivent, et donc ils le cherchent partout, donc ils vont dans sa chambre, ils ont fini par défoncer sa porte, la porte ruinée, et donc bon, là, je m'étais un peu retiré, parce qu'à un moment donné, moi, je suis cuisinier, je suis pas... nounou de trader cocaïné. Et le lendemain matin, ils étaient tous les 3 dans le même lit, pratiquement les uns sur les autres, meilleurs potes, quoi. Voilà, meilleurs potes. Et c'était passé à autre chose. Il s'est passé à autre chose. Ouais. Ah, ouais, wow. Ils avaient trop fait la fête, quoi. Trop d'abus, ouais. Et attends, juste, combien ça coûte un chef à domicile? On reparlera tout à l'heure, mais ça peut monter entre combien et combien? C'est des grandes fourchettes, que je te demande, à peu près. Alors, ça dépend des profils, plus ou moins expérimentés, plus ou moins jeunes, plus ou moins longs. Plus le contrat est long, moins c'est cher. Mais entre 400 et 1000 euros la journée, à peu près. Par repas, ou quand tu dis la journée, c'est le midi et le soir? Non, le petit déjeuner, dîner, là. Ah oui, les 3, ouais. Là, à plein temps. Après, si c'est juste un dîner, donc là, on va être plus sur des menus qui sont quand même plus à rallonge, des menus d'exception. Et donc là, ouais, on va être plus... Ouais, entre 500 et 1000 euros aussi, quoi. Et il y a des familles, on va dire, ils sont pas très riches, familles normales, quoi, qui vont parfois se faire un plaisir, ça arrive, qui ont des chefs pour les 18 ans de leur enfant, pour faire une occasion un peu, les 20 ans de mariage, tu vois, des trucs, mais où vous êtes, ils sont vraiment que 8, par exemple, ou 6, ils ont juste envie de se faire un bon dîner. Oui, ça je l'ai fait. J'aime bien dire que je travaille un peu pour tout le spectre de la population.
J'ai aussi bien les milliardaires que, effectivement, des gens qui ont économisé pour se payer parce que voilà, ils sont passionnés de Top Chef ou ils aiment la cuisine ou voilà, l'enfant aimerait être cuisinier, donc ils me prennent, ils ont économisé. Et c'est d'ailleurs souvent les gens les plus sympathiques, les gens avec qui on a plus de connexion parce que ils sont là, ils discutent, ils posent des questions. Tandis que bon, les gens très fortunés, c'est des services qui sont habitués, donc c'est moins exceptionnel pour eux. Il y en a qui te demandent, qui se mettent, tu dis, ils ont leur fils qui a envie de faire Top Chef ou qui est fan de cuisine. Il y en a qui te demandent de leur apprendre, qui se mettent avec toi, puis qui t'aident, qui regardent. Oui, bien sûr. Moi, je suis toujours ravi de transmettre. Ouais, c'est un métier de transmission. Moi, je ne suis pas du tout le genre de chef qui a ses recettes secrètes et qui ne veut pas les transmettre. Si ma recette est secrète, elle va mourir avec moi. Donc, je pense que c'est important, au contraire, de transmettre. On m'a transmis. J'ai appris par des chefs qui étaient ravis de m'apprendre. Donc, je suis ravi d'apprendre. À ton tour. À mon tour, oui. Tu as commencé pour refaire ton parcours et comprendre comment tu t'es retrouvé. Tu rentres dans un restaurant étoilé à 23 ans. Tu vas découvrir la cuisine à 14 ans à l'époque. Tu es à Toulouse. Tu as un ami qui s'appelle Renaud. Ses parents ont un resto. C'est comme ça que tu vas découvrir un peu déjà la cuisine? Oui, c'est ça. Donc voilà, j'étais adolescent, j'étais un peu paumé. Et j'avais mon ami, ses parents avaient un restaurant. Et donc, je traînais beaucoup chez lui. Au début, d'ailleurs, moi, je voulais être serveur. Lui, il voulait être cuisinier. C'était sûr. D'ailleurs, il est cuisinier. Je le salue. Et après, quand je suis parti au lycée hôtelier, là, j'ai changé. Là, je suis passé en cuisine. Et c'est là que j'ai vraiment développé la passion du métier. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, 10-15 ans plus tard, quand je suis passé chef à domicile, en fait, j'ai fait un peu... pas un breakdown, mais j'en ai un peu marre de la cuisine. Je travaille dans les étoilés Michelin depuis longtemps. C'est quand même des rythmes qui sont très difficiles. C'est dur, la cuisine. C'est dur. C'est des métiers vraiment durs. Ouais. Je pense que c'est vraiment dur. C'est exigeant. C'est très exigeant. Souvent, on dit la cuisine, c'est un peu comme l'armée. Mais pourquoi c'est comme l'armée? Parce que finalement, on doit faire des choses bien, vite, dans un laps de temps court. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Alors, à l'armée, quand c'est trop tard, quelqu'un est mort. Là, c'est quand même beaucoup moins grave. Mais si le rôti est trop cuit... Si le rôti est trop cuit, trop cuit. Et on ne peut pas dire au client, désolé, demain, on va refaire un nouveau rôti. Le client, il veut manger maintenant. Et donc, voilà, j'avais fait un peu un breakdown. Comme ça, j'en ai un peu marre de la cuisine. Et c'est ce même Renaud, qui lui avait commencé la cuisine à domicile, qui m'a dit, tiens, essaye de faire ça, tu vas voir, c'est un autre rythme, tu travailles différemment. Et donc, comme quoi... faut avoir un ami qui vous veut du bien. Ouais. Prochaine étape de ma carrière, j'irai lui demander qu'est-ce que je dois faire. Ça a été ton guide. C'était mon guide, ouais. Tu vas rentrer dans un étoilé donc, chez Michelin. On a eu l'ancien patron d'ailleurs du guide Michelin il y a quelques temps, Michael Ellis. Si vous voulez aller voir l'émission, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Cette émission était super. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, celle-là. Oui. Tu rentres dans un étoilé Michelin à 23 ans. Comment est-ce qu'on rentre dans un étoilé Michelin? On postule. Alors... C'est compliqué, c'est dur pour rentrer? Non. C'est pas très dur dans le sens où c'est dur d'y rester, je dirais. Ah ouais? C'est des rythmes qui sont quand même très, très intenses. Hein. J'ai travaillé dans des restaurants où on faisait plus de 80 heures par semaine. Donc, c'est-à-dire qu'on commence le matin, il est 7-8 heures. Ensuite, on fait le service du midi. On a une petite pause l'après-midi et on enchaîne sur le soir. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit, 1h du matin, ouais. Bon, tu dors l'après-midi, du coup? C'est quand on a le temps, ouais. J'ai des anecdotes où on rigolait avec les clients, avec les apprentis, les nouveaux. Quand on avait fini le service du midi, on nettoie tout, puis je lui dis, maintenant, on va aller en pause. Et on sort, donc on va fumer une cigarette. Maintenant, je fume plus, mais à l'époque, je fumais. Puis on va fumer la cigarette, et puis après, il me dit, on revient dans combien de temps? Dans 5 minutes. Et on retournait en cuisine. Et ouais, quand je me dis 80 heures par semaine, on a fait... Ouais, et tu gagnais combien quand tu fais 80 heures par semaine? C'est même pas payé? Ouais, le SMIC. Le SMIC, hein, c'est... Alors ça, je pense que ça a un peu changé. Mais à l'époque, par exemple... C'est ton parcours, on parle de ton parcours à toi. Mais à l'époque, nous, il y avait un moment dans la cuisine... Parce que voilà, l'inspection du travail venait quand même essayer de faire un peu la guerre à tous ces abus avec les heures supplémentaires qui n'étaient pas payées. Donc, le matin, en arrivant au boulot, il fallait pointer avec les empreintes digitales. Puis, à un moment donné, dans la cuisine, il y avait une sonnette. Ding, 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 ding. Tout le monde allait pointer, mais on retournait en cuisine bosser. Donc, on savait exactement à partir du moment où on commençait... Une fausse pointeuse.
C'était une vraie pointeuse. Oui, mais tu pointais pas vraiment aux horaires. On pointait pour faire 35 heures, et puis après on retournait bosser. Et donc on savait exactement à partir du moment où on commençait à travailler gratuit. Ah, putain. Ouais. Mais comme a dit un de mes chefs, un de mes mentors, hein, le chef des murs chez Georges Blanc, c'est le chef exécutif, c'est le prix du savoir-faire. La cuisine, c'est un métier de savoir-faire. Pour savoir-faire, il faut faire. Et donc, on ne peut pas apprendre à cuisiner si on ne cuisine pas. Il faut cuisiner et beaucoup cuisiner. Longtemps. Longtemps, oui. Et tu as appris des choses là-bas, vraiment, où tu t'es dit, là, c'est bon, j'ai passé un niveau. En bossant dans les étoilettes, tu as vraiment un savoir-faire que tu acquiers. J'ai appris l'amour du travail bien fait, la rigueur. Pour apprendre, il faut déjà admettre qu'on ne sait pas. Et voilà, les étoilés Michelin, c'est vraiment une école d'humilité parce que dans un étoilé Michelin, moi, ce que je conseille à tous les jeunes, c'est de faire les étoilés Michelin, même si dans leur carrière, c'est pas forcément un but d'être étoilé, mais parce que un restaurant étoilé, il a comme tout le monde, il a 24 heures par jour pour dormir, cuisiner, mais il doit faire beaucoup plus de choses. Donc, on développe des techniques, on développe des façons de s'organiser qui permettent de faire beaucoup plus de choses, de les faire bien. Et ça, du coup, c'est un savoir-faire. Parce que maintenant, même si je fais des plats qui sont beaucoup moins complexes, je les fais beaucoup plus vite et je suis sûr de bien les faire. C'est quoi l'ambiance dans un resto étoilé, dans la cuisine? C'est dur, ça se parle pas bien. On imagine toujours les chefs qui hurlent, tu t'entends vraiment crier, machin. C'est vraiment comme ça? Comme dans Ratatouille, un peu où ça crie Alors, ça dépend des restaurants. Il y a des restaurants où, effectivement, ça crie. C'est vraiment le bazar. Mais il y a d'autres restaurants, et c'est d'ailleurs souvent les meilleurs restaurants, où on n'entend rien. Même si tu jettes ta fourchette un peu trop fort dans le pot à cuillère, tu vas te faire engueuler. Parce que ça fait trop de bruit, ouais. Il faut chuchoter, il faut... Ça dépend des cuisines, quoi. Ça dépend des cuisines, ça dépend un peu du chef, de son caractère. Tu nous as dit, quand on préparait l'émission, tu as dit une phrase qui m'a marqué, tu as dit mon métier, je l'ai volé ». Mon métier, je l'ai volé, ouais. Ouais. C'est fou, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu l'as que... pas volé si tu as bossé 80 heures par jour, par semaine, parce que 80 heures par jour, c'est plus compliqué, si vous aimez les maths. Mais tu as bossé 80 heures par semaine, c'est pas... Oui, mais c'est parce que dans le sens où personne n'est venu me l'apprendre. Personne ne m'a pris par la main en me disant « Tiens, regarde, je vais te montrer comment on fait telle ou telle découpe. » Par exemple, il y avait un chef de partie, quand je travaillais dans un restaurant à Bordeaux. Moi, j'étais son demi-chef de partie, donc j'étais sous ses ordres. Et il avait un cahier avec plein de recettes qu'il avait pris dans d'autres restaurants. Et c'était un peu une bible, ce cahier-là. C'est son cahier à lui, c'est pas un livre de recettes vendu dans le commerce. Non, c'est son cahier à lui, avec, comme maintenant j'en ai un. Ses notes, quoi. Oui. Et il voulait pas me les donner. Quand je lui demandais des recettes, il me les donnait pas, ou il me les donnait au compte-gouttes, et il voulait pas partager son savoir-faire. Et moi, ce que j'ai fait, parce que du coup, c'est un restaurant étoilé, mais c'était dans un hôtel. Donc, il y avait quand même un restaurant non étoilé, et que lui était ouvert 7 jours sur 7. Quand on était en congé, moi, je suis venu au boulot, j'ai pris son bouquin, qui était caché dans une armoire, enfin rangé dans une armoire. Je suis allé au Leclerc à côté, dans un supermarché à côté. J'ai tout photocopié. C'est vrai? Et il l'a jamais su. Et t'as vu la différence avec les recettes? Bah alors, je les ai utilisées un peu, plus ou moins, mais voilà, dans le sens où je l'ai volé, je suis allé le chercher. Je suis pas attendu qu'on m'autorise à le prendre. Ou il y avait dans un autre restaurant où on faisait une recette de galantine. C'était un restaurant sur la Côte d'Azur. Et le chef, pareil, il voulait pas me donner la recette. Et alors, il la faisait lui-même. Et c'était extraordinaire, ce plat. Donc, il venait en cuisine, il avait sa fiche avec la recette, puis il travaillait à côté. Mais c'est le chef, il est occupé. Donc, un jour, on avait déjà les téléphones portables. Hop, il s'éloigne un peu. Moi, je sors le téléphone, clac, j'ai pris la photo. Boum, pareil, il l'a jamais su. Et j'ai toujours la recette, et ça me sert. Et tu sens la différence, là? Oui. T'as la vraie recette? J'ai la vraie recette, oui. Ouais. Parce que, alors attends, question importante, pour ceux qui, on parle vraiment sur les gens du sujet en partant du principe qu'on n'y connaît rien. Et là, pour le coup, c'est mon cas, mais chez vous, peut-être que vous y connaissez beaucoup, pas grand-chose. À partir du principe qu'on explique tout. Il y a des livres de cuisine qui existent, des grands chefs dans le commerce. Oui. Ils les donnent, les recettes, déjà. Oui, alors, il faut savoir que souvent, bon, c'est pas forcément tout le temps, mais il y a beaucoup de chefs qui donnent pas la vraie recette. Non, c'est vrai. Ils vont changer un peu le grammage, un peu le temps de cuisson, la température de cuisson. Mais non, c'est-à-dire qu'ils gardent la bonne recette pour eux? Oui. Mais non. Bah si, parce que... Et comme ça, tu te dis... C'est un peu mythique, c'est-à-dire que là, t'enlèves un peu un truc du Père Noël, là.
Ouais. Parce qu'on a tous acheté des livres de cuisine pour essayer de refaire, etc. Donc c'est pas toujours les mêmes grammages. C'est pas toujours les mêmes grammages, ou la température de cuisson change, ou... Oui, parce que bon, il faut quand même qu'ils gardent un peu leur savoir-faire. Leur savoir-faire, oui, on peut pas en vouloir, mais... Donc c'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes recettes. Après, il y en a peut-être que oui, attention, faut pas dire... Oui. C'est pas une généralité, mais en tout cas, toi, dans ce que tu as vu, quoi. Et puis c'est pas tellement à destination du grand public qui font ça, c'est plus parce que d'autres chefs peuvent le copier, et donc ils veulent quand même que même si vous le cuisinez à la maison, quand tu vas dans le restaurant de ce chef-là, tu dis « Ah, c'est quand même pas pareil. » Bah oui. Le clafoutis, il ressemble à rien chez moi, quand c'est ah, waouh. C'est forcément pas pareil, ouais. Oui. Ouais. Après, il y a du meilleur matériel aussi. Et puis, il y a la main, le savoir-faire. C'est ce dont tu parlais avant aussi, qui doit peut-être changer quand tu bats des trucs. Et toi, tu as innové, parce que tu as appris, tu as innové. Pour comprendre ton parcours, puis après, on va raconter les anecdotes que tu as vues de l'intérieur. Mais un jour, tu vas dans un restaurant étoilé, tu vas innover avec une lampe à UV. Ah oui, donc c'était un restaurant. Donc c'était Georges Blanc, je pense qu'on peut le dire, parce que... et donc, Georges Blanc, c'est un restaurant qui est où? C'est un restaurant à Vonas. C'est un restaurant 3 étoiles Michelin. D'accord. Ah oui, c'est un 3 étoiles. Monsieur Georges Blanc, qui est un des plus grands cuisiniers français, qui est pour moi un de mes idoles. Hein. C'est quand même un très très grand monsieur. Il est hérité du restaurant de sa mère, qui était déjà étoilé Michelin, une étoile Michelin, mais c'était un petit restaurant dans un petit village de France. Et puis il a transformé ça en un empire. Et voilà, il a formé des milliers et des milliers de cuisiniers. Et donc en fait, chez Georges Blanc, on faisait du tourteau. Et donc moi, je travaillais au poste des entrées. Et au poste des entrées, j'assaisonnais le tourteau. Mais le tourteau, il arrivait vivant, cuit, par le poste du poisson. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait la chair de tourteau sur une plaque, avec des glaçons en dessous, des gants, et à la main, il cherchait les petites coquilles, parce que quand on décortique, il y a toujours des petites coquilles. Cartilage. Ouais. Non, carrément la carapace du tourteau. Ouais. Et donc ça, il m'a envoyé la chair de tourteau, moi je l'assaisonnais, et avant de la mettre en gelée, il fallait toujours que je la fasse goûter par le grand chef. Le grand chef, il goûtait, et 2 fois sur 3, il tombait sur une coquille, parce qu'il y en a toujours un petit peu, parce que la glace en dessous, les gants, c'est anesthésie. Les gamins, ils avaient un peu du mal à trouver les... Et moi, à chaque fois, il m'engueulait moi. Le chef, il s'embête pas à dire qui c'est la faute de qui. Il engueule le gars qui est en face de lui. Donc, moi, à chaque fois, je dis, mais c'est pas de ma faute, c'est le poisson qui se chargeait de ça. Et puis un jour, à force que cette situation se reproduise, il me dit, mais si t'es si malin, la semaine prochaine, tu vas aller travailler au poisson. Et moi, je connaissais cette technique de la lampe à UV. Du coup, j'ai acheté la lampe à UV. Une lampe à UV pour bronzer? Oui, une lampe noire, quoi. Ah non, une lampe... Un néon, quoi. Un néon. Donc j'ai acheté un petit néon noir, comme ça. D'accord. De lumière noire. Voilà. Donc arrivé le mercredi matin, je prends la fameuse chair à tourteau, la lampe à UV, je mets dans la chambre froide, j'éteins la lumière, et là, sous la lampe à UV, les coquilles brillent. Comme des petits pépites... Oui, les petites... ça brille plus que la chair à côté. Comme des pépites d'or, quoi. Tu les verrais sortir direct, il n'y a pas de... Voilà, on les voit ça va vite pour trier. Très facilement, et du coup, on n'en oublie aucune. Et donc, quand je montre ça au chef, déjà, il m'a remboursé tout de suite. Et puis ensuite, il m'a dit une phrase, il m'a dit, mais tu m'embêtes, parce qu'à cause de ça, je vais me souvenir de toi toute ma vie. Et ça, c'est pas la meilleure des récompenses. Ils l'ont encore, la lampe UV, ou pas? Je pense, hein, j'espère. Et alors, en plus, ceux qui n'étaient pas contents dans l'histoire, c'était les commis. Parce que les commis, du coup, passaient leur journée après, ou du moins la matinée, enfermés dans la chambre froide, donc à 3 degrés, à trier le tourteau. À faire autre chose. Ouais. Donc là, aujourd'hui, il y a peut-être des commis de cuisine qui travaillent chez Georges Blanc, qui trient le tourteau dans la chambre froide, ils ne savent pas pourquoi. Bah, c'est grâce à moi. C'est marrant, t'innoves, quoi, t'apprends, c'est ça ce qui est sympa dans ton métier aussi, là, à ce moment-là. Ouais. T'apportes une technique, voilà. Et à un moment donné, tu vas vouloir arrêter la cuisine pour devenir pilote. C'est important qu'on comprenne pourquoi, parce que t'es passionné, on le voit là quand tu parles, tes yeux qui brillent. Oui. Comment est-ce que tu vas d'un coup avoir envie d'arrêter pour faire un métier? Donc tu voulais faire pilote de quoi d'ailleurs? Pilote d'avion. Pilote d'avion. Oui, j'ai passé mon brevet de pilote privé, donc amateur, et j'avais le projet de devenir pilote professionnel. Mais à cause d'un problème à l'œil, un accident que j'ai eu petit, j'ai pas pu le faire. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai parlé donc avec Renaud, le même Renaud, mon ami d'enfance, et qui m'a parlé de la cuisine à domicile. Et donc c'est là que j'ai rebondi. T'en as eu marre aussi à un moment donné, t'étais fatigué? J'en ai eu marre, j'étais fatigué. C'est vrai que la cuisine dans un restaurant, c'est très dur psychologiquement aussi, parce que j'aime bien dire qu'au bout d'un moment, on a l'impression de travailler un peu à l'usine.
finalement, on oublie presque que quelqu'un va manger ce qu'on est en train de faire. Putain. Parce qu'on ne voit pas le client. Ah ouais, tu le vois jamais, t'es en cuisine. Ah ouais, on est en cuisine, ouais. Tandis que maintenant, c'est vrai que ce que je fais, la cuisine à domicile, bah, je sers. Moi, c'est toujours très important pour moi. J'ai des serveurs qui m'aident, mais j'amène toujours les assiettes aussi aux clients. Je leur explique mon plat. Souvent, ils m'applaudissent. Enfin, souvent, je suis peut-être un peu... C'est bon signe, c'est bon signe. Ça arrive qu'ils m'applaudissent. Et là, ça change tout. C'est la plus belle récompense pour un cuisinier, c'est de voir le bonheur qu'on crée. Et un chef à domicile, vraiment, je vois vraiment le bonheur que je crée. Ouais. Comment tu vas te retrouver du coup à faire donc chef à domicile? Ton ami Renaud te dit tu devrais faire ça. Très bien. Oui. Mais les clients au début, comment tu les trouves? T'es à Nice là, à l'époque, dans le Sud-Est, enfin avance. Comment tu trouves les premiers clients? Alors au début, beaucoup avec les agences. Je travaillais beaucoup avec des agences de placement, comme des agences d'intérim, mais un peu plus spécialisées, donc pour le chef à domicile, mais aussi bien le yachting, tous les métiers de service. Et donc au début, je travaillais beaucoup comme ça. Puis au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de donner des commissions, de pas forcément avoir un contact direct avec le client, parce que c'est vrai que le client, il appelle une agence, l'agence m'appelle, il n'y a pas forcément toujours le bon match, quoi. Et donc, tout doucement, j'ai développé mon propre site internet. Maintenant, je fais mes campagnes de publicité moi-même. Et donc, je trouve mes clients maintenant en direct, en fait. Après, tu vas être chef à demeure, on dit. Oui. Donc je ne sais pas la différence entre un chef privé et chef à demeure. Là, c'est des oligarques russes à l'époque qui vont t'embaucher. Oui. Tu vas aller bosser chez eux. Ça veut dire quoi, chef à demeure? C'est quoi la différence entre les deux? Je ne sais pas si c'est les termes officiels, hein, mais pour moi, je distingue donc le chef à domicile événementiel qui vient pour faire un dîner ponctuel, pour l'anniversaire, pour un événement spécial. Ou, par C'est de exemple, l'événementiel, quoi. Ouais. Voilà, des touristes qui viennent sur la Côte d'Azur, qui veulent découvrir la cuisine française. Ça, j'en ai beaucoup l'été. Et après, le chef à demeure, c'est quelqu'un qui cuisine au quotidien. Donc là, il fait le petit déjeuner, le déjeuner, les dîners. Donc vraiment, il s'occupe de la demeure. T'es à l'année, enfin t'es en CDI, quoi. En CDI ou en CDD long terme. Par exemple, 1 mois, 2 mois, même 1 semaine, 15 jours. Mais c'est pas juste un repas. Ça ressemble à quoi? Un repas de milliardaires chez eux, au quotidien? Est-ce qu'il y a vraiment du caviar? Il y a vraiment... Oui. En tout cas, il y a nos limites. Tout le temps? Tout le temps, nos limites. 7 jours sur 7. Il faut savoir que c'est des gens qui vont dans des magasins de luxe. Bon, je pense que tu as déjà interviewé des gens de ce domaine-là. Et voilà, l'après-midi, à Saint-Tropez, ils vont faire une balade sur le port et puis ils reviennent avec 30 000 euros d'habits. Donc, après que le homard ait coûté 200 ou 300 ou 500 ou 1000 euros, pour eux, c'est rien. On m'a jamais donné de budget. C'est vrai? On m'a jamais donné de budget. C'est Incroyable. Il y a une anecdote une fois, parce que bon, je me faisais beaucoup livrer dans les villas à Saint-Tropez, parce que c'est un gain de temps. Mais une après-midi, j'avais plus de salade. Et donc, il fallait que j'y aille moi-même avec ma voiture. Et les clients me donnaient toujours de l'argent liquide pour faire les courses. Et donc, je vais dans ma chambre, je prends l'argent, et du coup, je prends un billet de 100 euros. Pour une salade? Et là, je me dis, est-ce qu'il m'en faudrait pas un deuxième? Et du coup, je sais plus si je prends le deuxième ou pas. Mais après, je finis par aller chercher la salade et j'arrive à la caisse chez le primeur et là, il me dit 1,80 €. Et là, je me dis, ah ouais. Parce que finalement, quand il y a tout cet excès d'argent, on déconnecte. Et même moi, le cuisinier, qui finalement, c'est pas mon argent, mais même moi, je suis capable de déconnecter, de perdre la notion de l'argent parce que quand c'est tout le temps nos limites, on compte plus. Je compte pas. J'appelle le boucher, je lui dis, mais Je veux la meilleure viande, je veux le meilleur truc. Voilà. Et je ne demande pas le prix. Donc, c'est fou. Et tu dis, dans le liquide, ça ressemble à quoi quand tu dis c'est nos limites? Tu peux dépenser combien? Je ne te parle pas en personnel, c'est-à-dire le coût total. Je te parle juste vraiment de l'alimentaire. Là. Combien parfois tu as déjà dépensé pour un seul dîner? 3 000 euros, 4 000, 5 000. Ouais. Après, ça dépend du nombre de personnes aussi. Oui, bien sûr, je ne te parle pas d'un mariage, je te parle d'un repas à 6. Là. Mais oui, par tête, oui, facilement 400-500 euros. Oui. Oui. D'accord. Ouais. Avec dès que tu commences à taper dans le caviar, la truffe, le homard, tous ces produits-là, ça coûte très cher. Je ne parle pas de vin non plus, là, parce que sinon, après, il n'y a pas de... Le vin, c'est toi qui l'amènes quand tu es chef à demeure, comme ça? C'est toi qui conseilles, même si ce n'est pas ton métier? Oui, je peux conseiller. Alors après, je travaille avec des cavistes. Souvent, les clients me demandent conseil, je demande conseil. Parce que bon, c'est quand même un métier à part entière. Mais oui, je le fais. Et puis bon, pour les touristes, je propose de l'acheter.
Parce que de toute façon, je vais faire les courses, donc je leur demande quel est votre budget, combien de bouteilles, puis après, je leur achète leur vin, ouais. Ils te laissent du cash pour la semaine et il n'y a pas de problème? Voilà. Et moi, je garde tous les tickets de caisse. Ça, c'est une pratique courante dans le métier. On met tout dans une enveloppe, une transparence totale, et ça, c'est très important pour moi. Mais tu t'en doutes, il y a beaucoup d'abus. Et ils regardent les tickets ou? Non, pas beaucoup. Ils regardent même pas, ils en ont rien à foutre. Alors peut-être, moi j'ai toujours eu donc quand c'est des dîners, de toute façon j'arrive, il n'y a plus rien d'autre à acheter. Mais quand je suis chef à demeure, je mets toujours un point d'honneur à garder tous les tickets dans la cuisine, dans un endroit accessible, bien rangé, pour que ça prête pas à confusion. Voilà, que le client il puisse venir, il peut regarder. Ok, hier il a dépensé d'eux, quoi. Ouais, voilà, parce que c'est très important et mine de rien c'est un métier où la confiance est primordiale, parce que je cuisine pour les gens. Je suis chez eux. Souvent, j'arrive chez eux, ils dorment encore. Ou... Putain, t'arrives, parfois ils dorment. Ouais. Quand chef à demeure, oui, souvent ils dorment encore. Même à chaque fois. Bon, en tout cas, ils ne sont pas levés. Et... Ouais, tu fais le petit déjeuner. Je fais le petit déjeuner, oui. Il y a une histoire de glace avec justement cette famille d'oligarques, on ne citera pas. Il y a une histoire de machine à glace. Il voulait des glaces, il me demande des glaces. Moi, je dis... alors, je ne dis pas à lui, je dis à son assistante. Je lui dis, mais on n'a pas la machine. Il dit, achète une machine. Il voulait quoi, comme une glace à l'italienne? Non, alors il voulait une glace. Et moi, j'ai dit, est-ce qu'on peut acheter un Pacojet? Alors, un Pacojet, il faut savoir que c'est une machine professionnelle. Ça vaut 3 000 à 4 000 euros. Et j'ai dit, bon, oui, ils m'ont dit, pas de problème. Pour une glace? Pour une glace, oui. Bon, on en a fait plus qu'une. Ils sont restés à peu près un mois dans un château au Cap d'Antibes, qui louait 1 million d'euros par mois. Non, c'est pas vrai. Si. Et t'en as fait quoi de la machine à glace? Ils l'ont gardée. Ah, ils l'ont ramenée? Oui. Après, moi, je suis parti à la fin. Voilà, j'ai pas demandé. Moi, j'essaye d'avoir l'attitude de ne jamais demander autre chose que qu'est-ce que vous voulez manger ou à quelle heure. Tu poses pas de questions? Je pense que c'est très important. En anglais, on dit private chef. C'est private d'abord. On dit pas chef private. Bon, c'est pas forcément pour cette raison-là, mais voilà. C'est mon rôle. La confidentialité. Confidentialité. Je suis quand même dans l'intimité des gens. Ah oui. C'est leur maison, ah oui. c'est chez eux. Donc c'est mon rôle d'être discret, mais en même temps d'être présent et d'être à l'écoute. Il y a un peu de jalousie de la part du personnel de maison, parfois avec le chef, tu disais? Oui, je pense un peu. Pourquoi? Parce que je pense le chef a une relation particulière avec le client. C'est que moi, déjà, j'ai une personnalité. Avec le chauffeur, il est facilement remplaçable, même s'ils peuvent aussi lier des liens. Mais moi, j'apprends les goûts du client, j'apprends à lui faire plaisir, je lui fais plaisir. Et donc ça, c'est vrai que c'est particulier. Et puis, je suis dans la maison, je suis à leur contact, je leur parle, ce qui n'est pas forcément le cas du reste du personnel. Et donc, je suis toujours peut-être un peu privilégié. Il y a des mecs de sécurité avec vous, parfois, là, oui. Un service de sécu pour les oligarques russes? Ah, bien sûr, oui. Oui. Gros service, même. Ouais. Gros service? Gros service, oui. Qui patrouille les fils barbelés, caméras de surveillance partout. T'es fouillé, toi, quand tu vas là-bas? Non? Non, j'ai jamais... Ah, ça m'est déjà arrivé, oui. Mais pas quand j'y suis tous les jours, oui. Est-ce qu'ils sont armés? Non, jamais vu d'armes. En France, c'est interdit, d'ailleurs, je pense. Oui. On parlait du lien avec les clients. Est-ce que parfois, tu dis, je connais leur goût, machin. Est-ce que parfois, tu as des clients très importants où tu deviens un peu un confident, où il y a la femme peut être un peu triste un soir, le mari un peu triste, ils ont bu, ils te racontent des trucs. Tu deviens un peu l'épaule pour pleurer en cas de divorce, on sait rien. Tu vois, tu peux être au cœur de drame, de tristesse, de la vie, quoi, des moments de joie, de tout. Oui. Oui et non. Comme je dis, moi, j'essaie toujours naturellement d'avoir un peu une retenue. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir les adolescents qui viennent dans la cuisine, qui me parlent. Je me souviens d'une fois, j'avais demandé à une adolescente qu'est-ce que tu veux, en disant qu'est-ce que tu veux manger. Et elle m'avait dit, ouh là là, heureusement que tu me dis ça, parce que si tu m'avais demandé qu'est-ce que je veux faire de ma vie, j'aurais pas su quoi répondre. Et là, après, elle est partie dans un grand monologue, m'expliquer à quel point sa vie d'enfant de milliardaire était dure et que c'était... Mais, ce qui d'ailleurs est un peu vrai, je pense, parce que c'est vrai. C'est des gens qui ont une liberté qui est quand même très restreinte. Hein. Je racontais tout à l'heure le fait de ne pas m'informer, de partir au restaurant pour des questions de sécurité. Donc, par exemple, j'ai vu
les enfants qui partent avec la planche de surf électrique. Bon, c'est un magnifique jouet. Ils partent dans la baie de Villefranche et derrière, il y a le bateau avec les mecs de la sécurité dessus. Oh là là, qui suivent les enfants. Bah Pour pas oui, qu'ils se fassent enlever ou quoi. Ouais, kidnapping. C'est quand même ces gens qui sont par le fait qu'ils soient riches ou par leur activité politique ou. Toi qui as vu des gens très très riches. Oui. Est-ce qu'ils ont l'air plus heureux que les autres en off? Ils ont l'air, je pense que. Alors on dit l'argent fait pas le bonheur, ça je pense que je suis d'accord. J'ai un ami en Thaïlande, il dit big money, big problem. Gros. Ouais, beaucoup d'argent, beaucoup de problèmes. Voilà. Mais en tout cas, ils sont détendus. Ils sont plus détendus. Ça tu le vois quand même. Ouais. Pas forcément plus heureux, mais plus détendus. Ils se lèvent moins le matin en disant il faut que j'aille gagner mon loyer, il faut que j'aille gagner de quoi manger. À partir du moment où on est sûr de pouvoir payer son loyer, manger pendant. Tu dors pas pareil, Tu dors pas pareil, ouais. Ça c'est sûr. Après, tu parles d'une théorie qui s'appelle la théorie des électrons. Quand tu parles d'une famille comme ça qui loue des maisons très riches dans le sud de la France, ailleurs, des oligarques, etc. C'est quoi la théorie des électrons? Alors, bon, ça c'est un terme qui est vraiment personnel. Ouais, c'est toi qui l'as inventé. C'est moi qui l'ai inventé. Parce que du coup, c'est comme un atome. Dans un atome, il y a le noyau qui, lui, est central, puis il y a tous les petits électrons qui tournent autour. Et donc, c'est toujours un peu pareil dans le groupe, c'est qu'il y a toujours le boss qui, lui, c'est le noyau. Il est toujours sympa, avenant, parce que voilà, le mec est riche, il a réussi dans la vie, il n'a rien à prouver. Il est épanoui, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, lui, il est sympa et on a une relation normale, je dirais. Et par contre, c'est tous les petits électrons, ceux qui tournent autour de lui, que ce soit ses amis ou l'avocat, ou eux, ils ont quelque chose à prouver. Ils ont besoin de me montrer qu'ils valent mieux que moi. Et donc, ça se ressent vachement dans leur attitude. Marrant, ils sont toujours beaucoup plus hautains, beaucoup plus agressifs. Ah bon? Autour de la personne qui a réussi, souvent, il y a des électrons. Ah ben, il y a tout un entourage. Hein. C'est des gens qui attisent la convoitise de tout le monde. Hein. Toi, tu vois parfois les maîtresses? Oui, j'ai vu. Sans dire quoi, on s'en fiche, mais t'as déjà vu la femme partir et la maîtresse arriver une demi-heure après, et tu poses pas de questions, tu fais que c'est derrière. Exactement, j'ai vu le chauffeur partir à l'aéroport avec madame. Mais non. Et revenir avec la maîtresse. On économise de l'essence, on fait qu'un seul voyage. Bien sûr. Ouais. Bon. Et là, tu fais à manger, tu dis bonjour madame, tu poses pas de questions, quoi. Je ne dis rien, ouais. Je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien. Ouais, et puis après, quand il y a la femme qui revient, évidemment, bonjour madame, qu'est-ce que vous mangez? Voilà. Puis voilà, si elles veulent savoir, elle demandera à quelqu'un d'autre. Hein, mais c'est pas mon rôle. Hein. C'est pas à toi. Il y en a qui vont déjeuner tu cites un jour, tu dis, j'ai des gens qui vont déjeuner à Courchevel, dîner à Saint-Tropez. C'est-à-dire, Courchevel, donc c'est à la montagne, et Saint-Tropez, c'est à la mer. C'est pas du tout à côté, quoi. Oui, non. Il y a des gens qui font les deux dans la journée. Oui, avec un outil extraordinaire qui s'appelle l'hélicoptère. Et donc là, madame se lève le matin, elle dit, il fait trop chaud, on va aller à Courchevel. Donc là, elle affrète 2 hélicoptères. Et nous, on a une voiture qui consomme 0,1 litre en moins parce qu'il ne faut pas trop polluer. Il y en a qui en prennent. C'est dingue. La différence, elle est marquante. Extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Et là, on prend l'hélicoptère, on va à Courchevel avec toute la nourriture. Je cuisine dans leur chalet à Courchevel, bon, qui est tout équipé aussi. Et le soir, on revient et il faut faire le dîner. Alors moi, le soir, je dors bien. Et tu dis qu'un jour, il y a un gars avec une histoire de thon, j'en parlais au tout début. Oui. C'est quoi l'histoire du thon de 50 kilos? Alors, c'est un gros thon, 50 kilos. C'est un gros thon. Donc, c'est un milliardaire russe qui a une villa sur la Côte d'Azur. Et donc, il a son yacht qui est en Méditerranée et qui, en fait, c'est un bateau de pêche de luxe qui cherche les bancs de thon. Et quand il trouve le banc de thon, il appelle donc le patron. Le patron prend l'hélicoptère, va jusqu'au yacht. Là, il fait sa partie de pêche. Il revient à la villa avec le thon dans l'hélicoptère. Et ils m'ont posé ça sur la table. Tiens, maintenant débrouille-toi. Et en plus, il était 11h30, ou enfin 11h30, je sais pas, mais c'était une demi-heure avant le repas, parce qu'on attendait monsieur pour manger. Et donc, ils me mettent là, en plein milieu. Donc, moi, il a fallu que je fasse le service. Pour le midi, direct, ouais. Non, on n'a pas mangé tout de suite. Heureusement, ouais. Quand même, ils sont quand même un peu compréhensifs. Mais il a fallu que je fasse le service que j'avais prévu pour le déjeuner, avec cette énorme bête en plein milieu de la cuisine. Et si tu sais pas cuisiner un thon, pardon, mais tu peux pas tout connaître. Bah moi j'ai pris YouTube, hein, comment on découpe un thon de... Ah bah oui, parce que même si je connais un peu l'anatomie d'un thon,
c'est des tailles que j'avais jamais vues. Ça veut dire qu'un chef peut aussi utiliser YouTube en tuto, c'est-à-dire que c'est comme nous, quoi. Bien sûr. Putain, mais c'est intéressant de savoir ça, tu vois. Ouais. C'est pas que... Pareil, il me vient une autre anecdote où, une fois, un client me demande un semi-freddo, qui est un dessert italien, et moi, j'avais jamais entendu parler du semi-freddo. Bon, je me suis pas dégonflé, je lui ai dit, bien sûr, demain, vous aurez votre semi-freddo. Je suis rentré en cuisine, j'ai pris mon téléphone. Comment on fait un semi-freddo? Bien sûr. Ça, c'est une chance qu'on a... Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, parce que mes pères, les chefs d'il y a 20, 30 ans, 40 ans, ils n'avaient pas cette chance-là. S'ils n'avaient pas ce fameux livre de recettes avec toutes les recettes dedans, bah, ils n'avaient pas. S'il n'y avait pas la recette, il n'y avait pas la recette, quoi. Parce que maintenant, on a accès à tout le savoir de l'humanité dans notre poche. Cette famille il y aura une fin de contrat du jour au lendemain, ça va se terminer assez vite. Oui. Ils te disent au revoir ou même pas? Alors non, par l'intermédiaire de assistante, et ils m'ont quand même versé un mois de salaire. Mais non, parce qu'à cause de la guerre en Ukraine, ils ont été interdits de territoire. En tout cas, je le pense. Je ne connais pas exactement les détails. Mais voilà, ça s'est un peu arrêté du jour au lendemain, oui. Nous, on avait prévu d'aller à Courchevel quelques semaines plus tard, et puis ça s'est pas fait. Tu dis que les clients sont sympas, mais c'est pas parce qu'ils sont sympas que ce sont des amis. Bien sûr. Parce que tu vas devenir pote avec un acteur allemand, on peut dire qui, ou un acteur allemand très connu. Allemand, ouais. Un acteur allemand, enfin, qui fait des films internationaux. Ouais. Et tu vas sympathiser avec lui, tu vas même aller manger avec lui. Oui, mais alors voilà, justement, je ne suis pas devenu ami avec lui, parce que il était très sympa. Il est venu 3 années de suite. Je ne sais plus si on faisait une semaine ou 15 jours, mais je m'occupais de lui. Et il était très très gentil, toujours il venait discuter. Et le dernier soir, on faisait toujours pâte au pesto. Et là, je mangeais avec lui. Et la dernière année, il m'avait dit, écoute, je vais partir faire un film aux États-Unis. Ça serait pas mal si tu viens, parce que sinon là-bas, je vais prendre du poids. Et moi, j'ai un peu, du fait qu'il était sympa, je me suis dit, c'est mon ami. Et sur le pas de la porte, vraiment, j'allais partir. Et il me dit, à bientôt, et peut-être aux États-Unis. Et là, je lui ai dit, oui, mais maintenant tu m'as promis. Bah, je ne l'ai jamais revu. Alors, est-ce que c'est pour ça ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas... Pour ça, c'est-à-dire? Est-ce que c'est... Parce que moi, je m'étais avancé. Je pensais qu'on avait une relation autre. Ah oui, oui. Je me suis dit, maintenant tu es obligé de me faire venir aux États-Unis. Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je suis son employé. Même s'il est sympathique avec moi, ça ne veut pas dire que c'est mon ami, ça ne veut pas dire qu'il m'est redevable de quoi que ce soit. Et un jour, tu vas te faire licencier aussi du jour au lendemain, parce qu'ils vont penser que tu as cambriolé. Alors non. On t'accuse de cambriolage. C'est pas du... Non. Je me suis fait licencier, oui. Alors c'est une dame, je pense que c'était la maîtresse de quelqu'un de fortuné, parce qu'elle déjà était toute seule dans une villa au Cap Ferrat, avec son bébé, et elle m'a pris comme chef. Alors moi, je m'ennuyais un peu, parce que faire la cuisine pour une seule personne, c'est quand même pas très chronophage. et du coup, elle s'ennuyait aussi. Et puis alors, elle me demandait toujours des trucs. Elle me disait, le matin, elle me disait, je vais manger une salade César. Et puis finalement, 1 heure avant, elle voulait une salade niçoise. Et bon, étant donné que j'avais qu'une seule personne, j'avais pas de stock, donc c'était... Bref, elle finit par me remercier. Et le lendemain, ou la même nuit, enfin je sais pas, elle a été cambriolée. Donc, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, j'ai viré quelqu'un la veille. Ah! Les gendarmes, toc, toc, toc. Ah, ils sont venus frapper chez toi? Ils sont venus frapper chez moi. Ils disent, où est la bague? Quelle bague? Ils ont fouillé partout chez moi. Bon, ils ont vite compris que j'étais pour rien. Et ils m'ont dit, bon, on est obligé de venir, quoi. Et c'est normal, d'ailleurs. Ils ont trouvé la personne? Je sais pas. Je vais pas poser la question, parce que là, ouais, ça aurait été suspect. Il y a des clients avec qui tu t'entendais très bien, qui sont partis comme ça, tu disais, sans te dire au revoir, du jour au lendemain, tu t'habitues à eux pendant un certain temps, tu connais leur goût alimentaire, et puis du jour au lendemain, ils s'en vont. Ouais. C'est quoi la différence entre chef à domicile et chef au restaurant? Quels sont les avantages, là, aujourd'hui? Alors déjà, l'absence de budget, ça, c'est vrai que c'est quand même extraordinaire, parce que dans un restaurant, tout est de l'argent, il faut tout compter. Je me souviens que je travaillais dans un restaurant et on avait calculé que si on taillait l'entrecôte un demi-centimètre de trop, à la fin de l'année, on perdait 10 000 à 20 000 euros. Putain. Ah oui, parce que ça coûte de l'argent, donc il faut
il faut tout le temps tout compter, donc mine de rien, ça limite la créativité, ça limite le plaisir qu'on prend à cuisiner. C'est l'usine plus, quoi. Bah oui, c'est un business, quoi, tout simplement. Tandis que moi, comme je ne vends pas ce que je fais... Même dans les étoilés, pardon, même dans les gros restaurants, ils vont faire attention à pas trop mettre. Ah oui, bien sûr, encore plus même, peut-être. Ah oui? Ouais, parce que dans un étoilé Michelin, il y a presque un employé pour 2 clients, voire plus. Donc Ça coûte très cher, en fait. Ça coûte très cher. C'est rentable d'avoir un restaurant étoilé? Je ne pense pas, non. Non, c'est vrai? Non, alors, le restaurant étoilé permet de créer une marque, créer un prestige, Un nom. un nom. Et derrière, ils ont d'autres restaurants qui, eux, sont profitables. Alors, je me souviens d'un restaurant où on servait du homard, donc dans le restaurant étoilé, et on servait aux clients donc, le corps du homard et une pince. Et ensuite, on envoyait donc les pâtes, plus la deuxième pince, dans la brasserie, qui, elle, vendait un risotto de homard, 50 €, avec du homard qui, finalement, avait déjà été payé par le restaurant de l'étoilé. Voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner de Ils arrivent à l'argent. trouver des trucs pour que ça soit rentable. Ouais. Après, il faut que ça tourne, sinon ça tourne plus. Bien sûr. Mais les Même produits avec des coûtent menus à tellement 300 cher. €. Putain, mais Ouais. si parfois tu dis il y a des menus dans les restaurants étoilés, c'est hors de prix. Oui, mais le homard, il va être à 60, 70 € le kilo. Enfin, tout coûte très cher, quoi. C'est pour des grosses pièces ou... Et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire dans ton métier? On a tous un truc relou. Dans chaque métier, on a des trucs vaisselle. cool et des trucs... Ça, je crois que c'est pas que les cuisiniers. Ouais. Oui, quand tu es chef privé, tu fais... Ouais, oui, je fais la vaisselle. Parce que tu viens avec tes outils? Je vais avec mes outils, oui. Avec tes assiettes aussi, quand tu vas chez des gens? Alors, en France, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait. Ça a toujours été un peu un rêve. À Dubaï, là, je vais essayer de le faire. Mais pour l'instant, non. Ouais. Et tu disais que, évidemment, les produits, c'est hyper important en cuisine. Bien sûr. Toi, tu vas au marché, c'est ça? Tu vas carrément dans les marchés chercher les produits Alors, pas exactement, parce que bon, le marché, c'est pas tous les jours. Mais Ouais, je vais vrai. à Vence, de là où je viens, je vais dans la rue du marché, ça s'appelle. Et donc là, j'ai tous mes fournisseurs, donc mon boucher, mon poissonnier, mon fromager. Et donc je vais chez eux et ils me fournissent des produits extraordinaires. Quand tu vas chez le primeur, tu vas chercher des fruits et légumes. Oui. Quand tu es chef à domicile, tu goûtes, ils savent, tu goûtes à tout ce que tu achètes pour voir si le raisin il est bon, pour voir si vraiment les fraises, ils ont le goût de fraises. Alors, au début, quand je dois sélectionner le primeur, mais après, non. C'est justement tout l'intérêt d'avoir de bons fournisseurs. Tu fais confiance. C'est qu'on peut faire confiance. Eux, ce sont des artisans passionnés qui ont l'intérêt de servir des bons produits. Donc, je leur fais confiance. Et c'est grâce à eux. Moi, sans eux, je ne suis rien. C'était quoi le produit le plus cher que tu as acheté au kilo? On t'a dit, C'est la truffe d'Alba. Sans hésiter, ouais. C'est combien? C'est dans les 7-8 000 € le kilo. Le caviar aussi, on peut taper dans ce genre de prix, ouais. On te demande parfois des tartes aux fraises en hiver. On te dit, tiens, j'ai envie de fraises, là, c'est maintenant. Oui. Et tu trouves? Oui, je les trouve, mais moi, même quand on va dans les meilleurs magasins, chez le meilleur primeur, les fraises en hiver, elles ne seront jamais aussi bonnes qu'en été. Hein. Ça, c'est... On peut pas... Tu peux pas changer la saison. peut pas changer la T'as des gens qui abusent. Je sais que là, t'en as une qui t'a dit, je veux que l'eau de l'île Fidji, par exemple. Oui. C'est l'eau Fidji, là, qu'il y a en bouteille. L'eau Fidji, oui. Et vous voulez que ça? Elle voulait l'eau Fidji, oui. Et alors, bon, maintenant, on en trouve partout. Mais à l'époque, c'était un peu plus compliqué d'en trouver. Et donc, je devais faire, je sais plus, 10-20 minutes de route en plus pour aller chercher son eau dans un petit magasin qui, en plus, n'avait pas de gros stock. Donc, il fallait que j'y aille souvent. Et, Tu t'es jamais fait draguer par une cliente? une fois, j'ai une cliente qui m'a demandé de l'épouser. Mais bon, elle avait peut-être bu un coup de trop. Et en plus, son mari était juste à côté. Donc, c'était quand même un peu... J'étais un peu mal à l'aise. T'es jamais tombé sur un couple libertin, je sais pas, chez qui tu vas faire à manger, puis qui disent, bon... Non, ça non. Ça aurait pu, hein. Tu sais que parfois on a des histoires qui sont Ouais, ça aurait pires pu, que ouais. ça, et puis il n'y a pas de jugement, tu sais, je veux dire. Ouais. Ils auraient pu te proposer, t'es pas obligé d'accepter, ils auraient pu te proposer. Ouais. Un jour, tu as une cliente, pareil, qui te dit, écoute, moi je veux que manger du concombre, et je veux un menu au concombre. Oui. Et qu'est-ce que tu fais à manger quand il n'y a que du concombre? Alors, j'avais fait un gazpacho de concombre, une salade de concombre. Je crois que j'avais fait un peu de concombre braisé. Mais Un concombre congelé, une un glace. peu... disons que c'était pas le menu le plus fun du monde, quoi. Ils étaient fans de concombre, ouais. Putain. Et alors souvent, parce que souvent, je demande toujours aux clients quels sont vos plats préférés, quels sont vos produits préférés. Et là, elle m'a dit le concombre. Et là, j'ai regretté un peu ma question.
Est-ce que, à force de vivre dans des lieux incroyables, de passer tes journées dans des maisons incroyables avec des gens exceptionnels, enfin pas forcément exceptionnels d'ailleurs, mais en tout cas exceptionnels hors normes, on va dire, de par leurs moyens, extraordinaires, on va dire, est-ce que tu vas à un moment donné prendre la grosse tête? Est-ce qu'il y a des moments où tu as vu des chefs à domicile, tu vois, qui se sentent plus... Oui, bien sûr. Et moi, le premier, d'ailleurs. Alors, c'est une dame que j'avais rencontrée dans le travail, elle appelait ça le Red Carpet Syndrome, en anglais. Donc, c'est le syndrome du tapis rouge. Et c'est vrai que quand on travaille pour des gens très fortunés, déjà, voilà, moi, un chef à domicile gagne quand même plus d'argent qu'un chef dans un restaurant. Donc, on a tendance à prendre un peu la grosse tête et à croire que ça y est. Parce que effectivement, quand je travaille, je dépense l'argent sans compter, je vais chez les fournisseurs, tout le monde est content de me voir, mais finalement, c'est pas moi qui ai tout cet argent, c'est pas moi qui suis la star ou le milliardaire. Et donc, on a tendance un peu à monter, à se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc, je pense que c'est important de... Voilà, moi, je me souviens, je partais en Thaïlande, j'allais vivre un peu dans les petits villages. J'ai essayé de redescendre sur terre et de pas prendre la grosse tête, parce que surtout, c'est un métier où il faut être humble, il faut être... parce que on doit se remettre en question tout le temps. J'aime bien dire que tout le monde s'en fiche qu'on ait bien fait la cuisine dans les 10 dernières années. Quand tu vas dans un restaurant ou quand tu manges bien ce soir, tu veux bien manger ce soir, oui. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, il faut tout le temps se remettre en question. T'as des clients qui t'ont manqué de respect, qui t'ont vraiment mal parlé, tu t'es pris pour de la... Oui, j'en ai eu. J'en ai eu qui m'ont fermé la porte au nez, qui m'ont dit comme ça. Partez quoi, avec ta main? Ouais. Oui, par exemple, je sers et puis je dis ça vous convient, puis hop, ils font partir comme ça. Mais bon, on fait aller. Hein. T'as déjà refusé des clients? J'ai refusé des clients, oui, bien sûr. Parce que tu les sentais pas? Parce que je les sentais pas, parce qu'au téléphone, ils sont trop demandants. Quand je sens qu'ils ont trop une idée précise, j'ai tendance à refuser, parce que c'est vrai que je peux pas lire dans les pensées. Moi, j'ai quand même mon identité de cuisinier, donc si c'est des gens qui sont pas ouverts d'esprit, je peux pas lire dans les pensées et faire exactement ce qu'ils ont en tête, quoi. Donc, on t'a déjà fait des beaux cadeaux après un dîner? Oui, des beaux pourboires, oui. Une fois, il y a une cliente qui m'a offert un torchon Hermès. J'étais très content. Je l'ai mis avec mes torchons à 10 centimes. Alors, je l'ai. Ouais. Et on t'a jamais laissé, je sais pas, une bouteille de vin, du vin pas consommé à je sais pas combien la bouteille, ou des, je sais pas, des ustensiles de cuisine, on dit tiens, prenez tout. Si, alors une fois, on m'a offert du Dom Pérignon. C'est les traders de Wall Street, Wall Street, ouais, de Monaco. Tout d'un coup, le boss, il décide bon, on arrête de boire. Et chef prend tout. Elle m'a donné une bouteille de vin. Il y avait du Dom Pérignon, je sais plus, 4-5 bouteilles quand même. Et oui, alors, le matériel de cuisine, c'était donc un chef qui m'avait contacté des États-Unis, qui venait faire un dîner sur la Côte d'Azur. C'est un chef français, mais qui vivait à Los Angeles. Et donc, il m'a contacté pour que je lui fasse les courses, donc aussi bien la nourriture que le matériel. Donc, j'ai acheté plein de matériel tout neuf. Tout neuf pour un dîner? Pour un dîner, ouais. Dans une grande villa. Il y en avait pour combien de casseroles? Cher. C'est-à-dire 5-6 000 euros. Ouais. Pour un dîner? Pour un dîner, ouais. Tout va bien. Et donc, on a fait le dîner. Et le soir, j'ai dit, où est-ce qu'on le met? Parce que la villa était en location. Il m'a dit, garde tout. Ah, incroyable, c'est sympa. Et j'ai encore tout. J'ai encore tout. Et c'est une grande marque. C'est la super qualité. Et c'est du matériel que je garderai à vie parce que c'est indestructible. Ouais. Donc là, une grande chance. Toi, tu bois pas d'alcool du tout? Non. Il y a une période où tu as fait la fête, etc. Ouais. Et là, maintenant, tu bois pas du tout. Dans les accords mets-vin, tu racontais un truc. Comment du coup, tu te fais aider et si jamais tu... Alors, maintenant, il existe un outil qui s'appelle ChatGPT. ça aide. Mais sinon, je demande à un caviste. J'ai un ami caviste dans mon village. Je lui donne le menu. Et puis lui, il me fait l'accord mets-vin, ouais. Tu racontes un jour, tu vas avec une cliente et pour un dîner justement où il y a beaucoup de vin et te fait rentrer dans sa cave à vin secrète. Il y en a qui ont des caves à vin secrètes. Oui, alors secrète, je sais pas, mais en fait, elle m'avait contacté pour faire un dîner avec accord mets et vin. Et donc, elle m'amène donc dans son garage, parce que bien sûr, moi, je lui ai pas dit que je ne buvais pas d'alcool. Parce qu'autant refuser le contrat, ça irait encore plus vite. Et donc, il n'y avait pas le livre qu'on tire dans la bibliothèque, mais elle prend une clé, elle tourne dans le mur, et puis là, le sol s'ouvre. Et il y avait un grand escalier en colimaçon qui descendait, et il y avait la cave. Et donc, on descend en bas,
Il y avait, je pense, certaines des meilleures bouteilles du monde. Elle m'avait dit qu'elle avait le Chablis le plus cher du monde. Mais quand elle me fait visiter la cave, moi, je n'avais que des yeux pour le mécanisme. L'escalier, quoi. L'escalier, mais c'est quand même incroyable d'avoir fait une cave dans un endroit comme ça. Et tu regardais les murs et la lumière, quoi, elle te montrait les mains, quoi. Ouais. Et après, une fois dans ma voiture, je me dis, mais François, elle t'a grillé. T'as même pas regardé une seule bouteille de vin. Et finalement, après, pendant le dîner, elle m'a offert du vin. Et là, je lui ai dit, elle m'a dit, pourquoi vous me l'avez pas dit? Vous auriez dû me le dire. Bon, après coup, peut-être, on l'a quand même jamais rappelé. Donc. Est-ce que tu as déjà eu un client qui est mort ou qui a eu une allergie grave? Quand tu fais à manger, tu dois parfois avoir quelqu'un d'allergique ou qui savait même pas qu'il était allergique à un truc. Donc mort, non, je touche du bois, ouais, ça m'est jamais arrivé. Mais donc non, une fois, il y a une dame qui... donc je faisais des beignets de courgettes en tempura. Ouais. Et elle était allergique au pollen. Et donc c'est une Américaine. Elle mange les fleurs de courgettes. Puis après, elle est devenue... Elephant Man. Ouais. Elle a gonflé? Elle a gonflé, ouais. Et les pompiers sont venus, elle est partie à l'hôpital. Mais bon, déjà, moi, quand les clients me contactent, j'envoie toujours un email en demandant s'ils ont des allergies. C'est quand même la base. Et puis, j'annonce les plats. Donc, j'ai dit fleurs de courgettes en tempura, en anglais. Donc, elle aurait dû comprendre. Donc, ma responsabilité... Et t'es pas engagé? J'étais pas engagé, mais c'est vrai que quand les pompiers viennent... pendant un repas, ça fait toujours ça jette un froid. Tu cuisiner pour tout type de religion aussi. Oui. Quand tu es à Dubaï, tu vas cuisiner pour des gens, ils sont musulmans, donc ils mangent pas de cochon, qui boivent pas d'alcool. Oui. Parfois, tu as des chefs juifs aussi qui te demandent des menus particuliers. Est-ce qu'il y a des particularités en tant que chef quand tu cuisines pour diverses religions? Alors oui, donc il faut s'adapter à leurs coutumes. Donc bien sûr, les musulmans n'ont pas de porc, pas d'alcool. Les juifs aussi, donc moi je suis pas trop un expert en cuisine juive. C'est vrai que souvent ils ont des chefs juifs cachers, parce que c'est quand même un protocole à respecter. J'ai eu une expérience où en fait je travaillais pour une société de chalets en Suisse et ça se passait mal avec le chef qui lui était formé cachère. Donc ils l'ont remercié. Donc je l'ai assisté au début, puis après ils l'ont remercié. Donc là j'ai dû reprendre. Et donc, bon, madame m'expliquait un peu les coutumes. Donc, pendant Shabbat, le soir, le jeudi soir, j'ai allumé le four. Et le four est resté allumé jusqu'au samedi matin parce qu'il ne fallait pas couper le four. Bon, bien qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais le gaz, je vais quand même pas laisser le gaz toute la nuit. C'est quand même dangereux. Elle m'a dit, nous, on n'est pas censé le savoir. Donc, bon, ouais, on s'adapte. On s'adapte. En tout début d'émission, j'ai parlé d'un client qui t'avait demandé de mettre des lions dans une soirée, parce que parfois, tu as les à côté. On te demande des trucs illégaux, tu refuses, tu le raconteras tout à l'heure, mais tu as tout type de demandes, puisque tu es là à la maison face à eux, donc on te demande des trucs. Comment on te demande des lions, et qu'est-ce qu'il t'a demandé d'autre, ce gars? Alors, c'était un monsieur pour qui j'allais faire des dîners chez lui, et il me demande d'organiser son mariage. Il me dit, toi, je te fais confiance, tu connais la maison, parce que c'est quelqu'un qui vivait en Allemagne, il avait sa villa sur la Côte d'Azur, donc pour organiser le mariage, il fallait beaucoup venir, donc il voulait que je m'en occupe. C'est vrai que c'est une villa qui est construite sur une colline, entre le parking et la villa, la piscine, il y a à peu près une trentaine de marches, donc c'est déjà énorme. Et lui, donc, non seulement il voulait des lions, donc déjà il m'a dit, je veux des lions qui se promènent parmi les invités. Quand j'ai appelé des dresseurs... Donc quelqu'un de très riche déjà. Déjà quelqu'un de très riche. C'est un Allemand? Il était allemand d'origine? C'est un Allemand nigérian. C'est pour ça qu'il voulait des lions, parce qu'il dit, je suis nigérian, il me faut des lions à mon mariage. Et donc quand j'ai appelé le dresseur m'a dit, oui, c'est une très bonne idée si vous voulez que les lions mangent les invités. Donc après il m'a dit, on mettra les lions dans des cages. Donc finalement, ça c'est très compliqué, parce qu'il faut des cages avec... pour qu'on ne puisse pas mettre la main, donc il faut minimum 1 mètre... Donc ça, on l'a pas fait. Et ce monsieur voulait construire une piste de danse en plexiglas par-dessus la piscine. Qu'il fallait qu'elle soit montée la veille du mariage et démontée le lendemain. Donc le devis le moins cher que j'ai trouvé, c'était 130 000 €. Pour le plexi? Hein. Pour le plexi, parce que les gens qui s'occupaient de ça m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte, surtout à cause de la géographie de la villa et le délai pour monter, démonter. Ça coûtait extrêmement cher. Et du coup, on s'est fâché à cause de ça. Parce qu'il m'a dit, mais t'es un voleur. Alors après, je sais pas comment ils ont fait. Je crois qu'ils sont pas mariés d'ailleurs. Parce que le jour du mariage, ou pas là en tout cas, parce que le jour du mariage, moi je bossais. Et au retour, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire le détour. Ouais, pour aller voir. Pour passer devant la villa, voir s'il y
c'est de l'animation. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, ouais. C'est un peu, tu vois beaucoup d'hypocrisie aussi. Tu dis, par exemple, un jour, j'ai un client qui demande du bœuf très sain. C'est le même, oui. Ah, c'est le même? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il te demande, lui? Alors, il voulait... Alors, très hypocrite. En anglais, il voulait du grass-fed beef. C'est du bœuf qui a été... Ah, grass-fed finish, pardon. C'est du bœuf qui a été fini à l'herbe. C'est-à-dire que toute sa vie, il a mangé de l'herbe jusqu'à sa mort. Il n'a jamais mangé de foin ou de granules. Un truc très sain, quoi, voilà. Un truc très sain. Et sauf qu'il tournait à la tequila et à la cocaïne. Donc, et il voulait sans gluten aussi. Donc sans gluten. Donc, oui, sans gluten free. C'est gluten free, mais... Ouais, c'est... Incroyable. Chacun ses habitudes. Ouais, c'est vraiment l'hypocrisie absolue, quoi. Ouais. Bien manger, mais il s'en met des trucs bien plus dangereux dans le nez. Dans le nez, quoi. On te demande parfois des trucs illégaux, tu vois, genre la drogue, on en parle, ouais. des prostituées, j'en sais rien, des trucs qu'on peut te demander. On avait reçu un concierge, Luxe, qui nous avait raconté qu'il avait souvent des demandes. Après, il refusait, mais est-ce qu'on t'a déjà demandé? Oui, on m'a déjà demandé, ouais. La drogue, bien entendu. Les prostituées aussi. Donc alors après, bon, les prostituées, je vais dans Google, je dis voilà, tu peux aller sur ce site internet. C'est interdit, voilà, donc tu fais là. C'est interdit, et puis bon, encore une fois, c'est pas mon rôle, hein. Moi je suis pas là pour ça. J'essaye d'aider, et puis bon, la drogue c'est non. Voilà, je vais pas prendre un risque pour déjà quelque chose que je ne cautionne pas. Et bon, je bois pas d'alcool, donc encore moins la cocaïne ou ce genre de choses, quoi. Ça t'arrive quand on te demande autre chose que ton métier? On te dit, écoute, je t'aime bien, François, j'ai confiance en toi, donc c'est toi qui vas conduire ma femme pendant une semaine, ou alors c'est toi qui vas gérer les enfants, qui va les amener à l'école, et en fait tu vas faire un autre métier pendant une semaine parce qu'ils ont confiance en toi? Alors j'avais fait un chauffeur, oui, pour un client qui s'était fait retirer le permis. À Monaco, si tu connais, il y a le tunnel pour sortir de Monaco, mais on passe la frontière sous le tunnel. Et alors, lui, il a une grosse voiture, une McLaren. Et donc, bien sûr, ça fait du bruit et tout. Et les gendarmes, ils sont toujours à la sortie du tunnel. Hein. C'est jackpot. Hein, et donc, il s'était fait flasher, bien entendu. Et donc, il avait toujours le permis, parce qu'il était anglais, il avait le permis d'Angleterre. Il pouvait toujours conduire à Monaco, mais pas en France. Et cette semaine-là, il avait des affaires à faire en France. Donc, il m'a demandé de le conduire. Et malheureusement, je n'ai pas conduit la McLaren. Le 4x4 Mercedes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On voit des photos, là, si vous nous regardez. En podcast audio, je vous les décris, mais tu mets de temps en temps sur Instagram, tu mets pas concrètement l'intérieur de la maison, mais tu mets les vues de partout où tu es. Oui. On voit des très belles maisons, des très belles terrasses, des très belles tables aussi, ou des belles piscines, etc. Tu fais vivre un peu le truc. Tu vois beaucoup, ça c'est le côté avantage aussi. Ah bah oui, je suis rentré dans des endroits extraordinaires, des endroits que j'aurais pu jamais rentrer si je faisais pas ce métier-là. Hein. Est-ce que tu as eu des lieux nuls où tu arrives et en fait le lieu il est pas du tout propice pour ton boulot à toi? Oui. Alors, oui, je pense que tu penses... Une fois, c'était pendant le Festival de Cannes. Donc, c'était des gens qui étaient venus pour faire la promo d'un film. Et donc, ils avaient loué une très grande villa dans les hauteurs de Cannes. Et moi, j'étais censé cuisiner là-bas. Sauf qu'ils avaient aussi loué un petit appartement sur la Croisette, où je pense la journée, ils faisaient projeter, parce qu'ils avaient la plus grande télé que j'ai jamais vue de ma vie, qu'ils avaient mis là-dedans. Il y avait le carton, donc ils l'avaient acheté exprès. Putain. Et en fait, à la dernière minute, ils me disent finalement, on va faire le repas sur la Croisette. Donc là, il a fallu tout mettre dans la voiture, aller sur la Croisette un jour du Festival de Cannes, donc c'est quand même pas rien. Et je me suis retrouvé donc dans cet appartement à servir dans les assiettes en carton que je suis allé acheter à toute vitesse parce qu'il n'y avait pas assez d'assiettes. C'était un studio avec un micro-ondes, quoi. Donc il y a vraiment rien. Et les clients ont mangé dans le noir, assis sur les genoux dans les assiettes en carton. Un repas que j'avais mis 4 à 5 heures à préparer. Ouais. Oh la vache. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le... Ouais. Ça change aussi, ça fait des anecdotes à raconter après, quoi. Exactement. Tiens, pour terminer, les deux petites, mais il t'est arrivé parfois, on parlait des pires lieux, il y a des trucs aussi cool, mais tu t'es retrouvé parfois de faire des randonnées à la montagne pour aller cuisiner, faire des raclettes en pleine montagne. Oui, donc ça, je travaille pour une société qui ont des chalets de luxe, et ils ont aussi un petit chalet d'alpage qui est peut-être 800 mètres plus haut dans la montagne. Et donc, une fois par semaine, on faisait cette soirée d'alpage, on appelait ça. Donc, il fallait monter à peau de phoque ou en raquette avec la nourriture dans le dos. On faisait toujours côte de bœuf, gratin de crozet, une petite soupe en entrée, vraiment très rustique. Ça donne faim quand on entend parler de tout ça, là, c'est l'enfer. Et on faisait le feu. Tu sais, la raclette au feu de bois et tout, ouais? Oui. Pas d'électricité? Fondue, on faisait la fondue au feu de bois. Ah oui. Si, il y avait un générateur qu'on faisait tourner avant l'arrivée des clients, mais on l'éteignait, et ensuite c'est tout éclairage à la bougie,
feu de bois, ambiance très savoyarde, finalement perdu au milieu de la montagne, extraordinaire, avec un ciel étoilé, fantastique. Ils avaient des grandes bûches, et puis les clients, ils faisaient le jeu de couper du bois dehors. Et alors après, on redescendait, donc parfois à ski, parfois en raquette, avec les clients complètement ivres-morts. Un soir, il y en a même un qui a fini dans la rivière. Il fallait passer un petit pont. Et lui, du coup, il est pareil, à gauche ou à droite du pont, je ne sais plus. Il a fini en bas dans la rivière. Moi, j'étais sur le pont et avec les lampes de poche, on regardait le client en bas. Et personne n'avait envie d'aller le chercher. Hein. Tu vas insulter un client, en fait, sans savoir que c'est un client. Ah oui, alors celle-là, oui, celle-là, j'en suis pas très fier. Mais on en a rigolé, oui. En fait, donc c'était dans un village de montagne, dans le sud de la France, donc, sans la neige. Et j'arrive sur un petit chemin, et donc le client parlait français. Déjà, c'est important de le dire, parce que j'arrive sur ce chemin, et il y a un 4x4 immatriculé en Angleterre qui arrive en face à moi. Et moi, j'étais en côte. Donc, techniquement, connaissant le code de la route, j'étais dans mon bon droit. Et il ne voulait pas reculer. Et donc, on commence à s'engueuler, chacun derrière le volant. Puis, ça se passe, quoi. On finit par... Mais on s'insulte comme du poisson pourri, quoi. Pour que finalement j'arrive à la villa, ouais. Magnifique villa, d'ailleurs, au milieu de la montagne. Et là, j'appelle le client, je dis, mais on est là, quoi. Où êtes-vous? Il me dit, je suis parti en ville, j'arrive dans 5 minutes. 5 minutes après, le 4x4 qui arrive. Oh là là. T'as dit quoi au client? Il t'a reconnu aussi? Ah ouais, reconnu. Bon, après, on a rigolé. Bon, c'est toujours peut-être un peu un rire un peu... jaune, mal à l'aise, mais puis bon, j'aurais fait un bon repas, ce qui a quand même détendu l'atmosphère, mais non, c'est pas, j'en suis pas fier. Tiens, pour terminer, une petite question personnelle, mais quand tu arrives, tu vas au restaurant, t'aimes aller au restaurant toujours, même quand tu cuisines, quand t'es chef comme ça à domicile. On n'a jamais vraiment parlé de sujet. Oui. Tu continues d'aller au resto? Bien sûr, je vais au resto. Alors j'aime bien aller dans les restos de mes amis chefs. Et quand on n'a pas d'amis chefs, comment est-ce qu'on fait pour trouver un bon resto? Alors déjà, on regarde la carte, pas les cartes trop longues, petite carte. Moins il y a de plats, mieux ils sont faits. Après, je dirais qu'il faut essayer de chercher des plats, même si on mange pas ça, mais des plats préparés. Par exemple, bœuf bourguignon, blanquette de veau. Cuisiner, quoi. Cuisiner, ouais, oui. On peut ressentir qu'il y a du travail. Si c'est carpaccio de bœuf ou moules frites, là, c'est quand même... Il y a moins de savoir-faire, je dirais, derrière, quoi. Tu es en couple? Oui. T'as pas encore d'enfant, toi, t'as 39 ans, tu disais, pour parler de ta vie. T'as demandé ta femme en mariage il y a 3 jours. Ouais. Félicitations. Merci. Là, vous êtes parti habiter à Dubaï. Oui. Pourquoi vous avez choisi Dubaï et qu'est-ce que vous y faites là-bas? Alors, on a choisi Dubaï parce que, mine de rien, c'est un endroit qui se prête bien à mon métier. Il y a quand même une clientèle de luxe également. Et puis, c'est complémentaire avec mon activité sur la Côte d'Azur l'été, parce que l'hiver sur la Côte d'Azur est très calme. Et au contraire, l'été à Dubaï est très calme. Donc, faire l'hiver à Dubaï et l'été en France est très complémentaire. En tout cas, je l'espère. Il y a des bons chefs à Dubaï, ouais. Il y a très bons chefs. Il y a de la concurrence? La concurrence était extrême. Ah oui? Oui. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu n'as pas de contact là au début? Non. Tu vas te faire un réseau? Oui, faut tout trouver. Même le beurre, des choses à laquelle je n'avais pas pensé. Par exemple, pourquoi il n'y a pas de beurre? Je dis le beurre, si, il y a du beurre, mais bon, c'est du beurre qui a été fait... du beurre de merde, quoi. Ouais, du beurre de merde. Voilà. Il a fallu tout trouver, l'huile d'olive, voilà, des choses avec lesquelles... Les produits que tu aimes bien cuisiner en France, quoi. Oui, tout. Il a fallu tout trouver, tout tester, trouver les fournisseurs, les partenaires, pour si je veux louer du matériel, des assiettes, des chaises. Oui. Bon, t'étais pas venu pour ça, mais comme t'es là, t'étais venu pour partager. Tu disais, je veux partager ma passion pour la nourriture, le métier, etc. Mais si jamais vous cherchez, c'est pas sponsorisé, il n'y a aucun intérêt, mais si jamais vous cherchez quelqu'un à Dubaï, ou si vous connaissez des gens qui habitent là-bas, et des Français qui sont là-bas, et si vous êtes intéressé par François, je mettrai le lien avec le contact dans la description. Donc, si vous nous regardez sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description directement. Et puis, en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, sur les 4, il y aura le lien directement dans la description. Comme ça, vous pourrez prendre contact avec François. Si jamais vous connaissez même des gens là-bas, envoyez-leur l'émission, et puis ça sera, voilà. Si on peut te servir aussi, puis prendre filer un coup de main, ça sera avec plaisir aussi. Tu as dit, pour terminer une phrase, pendant qu'on préparait l'émission, tu as dit « Tout ce que j'ai, c'est la cuisine qui me l'a apporté, la cuisine française ». Oui, alors c'est une phrase qu'avait dit M. Paul Bocuse. Il avait dit « La cuisine, je lui dois tout ».
Et moi, c'est pareil. La cuisine, je lui dois tout. J'ai toujours été cuisinier. Voilà, c'est la cuisine qui m'a tout apporté. Toute ma carrière, ça a été le fil rouge quoi, de ma vie. Je cuisine et je ne sais rien faire d'autre. C'est quoi le truc le plus précieux que tu as appris ce métier? Je dirais l'humilité. L'humilité, l'organisation. Et la remise en question. Comme je crois que je disais tout à l'heure, pour apprendre à faire, il faut déjà admettre qu'on ne sait pas. Et ça, c'est les étoilés Michelin qui me l'ont appris. Je me souviens d'un chef qui m'avait dit oublie tout ce que tu as appris avant. Tu dois te remettre en question. Et c'est vrai que quand on a 25 ans, on dit toujours oui, non, mais je sais. Non, tu ne sais pas. On m'a dit ça, non, tu ne sais pas. Tais-toi, tu ne sais pas. Ouais. Merci d'avoir partagé avec plaisir, merci à toi. Ton aventure, ton parcours de chef privé à domicile, de luxe, parce que tu fais du luxe, tu as bossé dans des 3 étoiles Michelin, donc 3 étoiles Michelin, ça commence à être du luxe fort. Merci d'avoir partagé ton quotidien et ton parcours. On a pu comprendre un peu comme ça. On voit, si vous entendez parler d'un chef privé à domicile, comme ça, vous aurez déjà mieux situé. C'est à ça que ça sert les gens aussi, c'est à comprendre des parcours, qu'on comprenne les choix, comment, et puis les avantages, les inconvénients de chaque métier, le plaisir de le faire aussi. On l'a compris avec ton amour de la cuisine. Merci d'être venu. Merci à toi. Bon retour du coup dans le sud et puis après à Dubaï, si j'ai bien compris. C'est ça. Et puis voilà, on embrasse tous les Français, si vous nous écoutez, ou d'ailleurs belges ou francophones en tout cas, si vous habitez à l'étranger ou si vous êtes partis expatriés en général. Alors on vous embrasse si vous nous suivez et que vous nous regardez de loin, je vous embrasse fort. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanche. On vous met 3 émissions par semaine, donc des interviews ou des documentaires. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est très sincère, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir vous asseoir sur le même siège que François, tu as vu que ça marchait vraiment. Ça marche vraiment, je confirme. Contact@lesandegroupe.fr et puis voilà, vous mettez quelques anecdotes, votre numéro de téléphone, en objet vous marquez le métier et si vous voulez une petite phrase et comme ça permet de mieux sélectionner, d'essayer d'avoir un maximum de profils exceptionnels comme toi aujourd'hui. Et abonnez-vous pour terminer sur YouTube si vous voulez bien, parce que plus on a d'abonnés, plus on peut avoir des gens exceptionnels, des profils super comme ça. Je vous embrasse fort, merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette vidéo, puis on se retrouve très vite sur Les Gens. Ciao tout le monde.